Imagine être traîné enchaîné dans les rues de Kingston, en Jamaïque. Des foules bordent la route poussiéreuse, hurlant des insultes et lançant des fruits pourris. Tu n'as même pas 19 ans, et dans 3 heures, tu ne feras pas face seulement à l'exécution, mais à ce genre de châtiment dont les marins murmuraient dans les tavernes obscures. Ce que les bourreaux britanniques faisaient aux femmes avant la pendaison officielle, les humiliations dépravées qui n'apparaissaient jamais dans les archives judiciaires. Ce n'est pas de la fiction. C'était la réalité pour des dizaines de femmes qui osèrent devenir pirates durant l'âge d'or de la piraterie. Aujourd'hui, on se souvient de noms comme Anne Bonny et Mary Read comme de légendes romantiques. Mais la vérité sur ce qui arrivait aux femmes pirates capturées est bien plus sombre que tout ce qu'Hollywood oserait montrer. Ce que tu vas entendre va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la piraterie, la justice et la manière dont les femmes étaient traitées au XVIIIe siècle. Car lorsque des femmes pirates étaient capturées, elles ne faisaient pas face à une simple punition. Elles subissaient une campagne délibérée visant à les briser, afin d'en faire des avertissements pour toutes les autres femmes qui oseraient rêver de liberté. Et pourtant, aussi terribles que paraissent ces châtiments documentés, ils n'étaient pas les pires. Le destin le plus sombre restait hors des registres officiels, transmis seulement par des récits murmurés sur ce que certaines femmes enduraient avant même d'atteindre l'échafaud. Imagine le palais de justice de Spanish Town, en Jamaïque, en novembre 1720. Le bâtiment est bondé au-delà de toute capacité. Des gens ont voyagé pendant des jours pour assister à quelque chose d'inédit et de scandaleux, 2 femmes jugées pour piraterie en haute mer. Mais ce n'était pas vraiment un procès. C'était un théâtre conçu pour exposer et humilier. Anne Bonny et Mary Read se tenaient enchaînées devant un panel de 7 juges, tous des hommes avides de détails salaces. L'accusation ne se contenta pas de présenter des preuves de piraterie. Elle peignit des tableaux crus de la vie à bord d'un navire pirate, en insistant particulièrement sur le comportement jugé choquant des femmes. Des témoins décrivirent avec force détail comment ces femmes juraient comme des marins, s'habillaient comme des hommes et se battaient avec une violence féroce. Mais les témoignages les plus scandaleux concernaient leur vie personnelle. Un témoin affirma que Mary Read avait provoqué un homme en duel pour défendre l'honneur de son amant. Un autre déclara avoir vu Anne Bonny dans des positions compromettantes avec plusieurs membres de l'équipage. Les juges étaient particulièrement obsédés par les vêtements des femmes. Les archives du procès consacrent des pages entières à décrire leurs vestes masculines, leurs pantalons et leurs bottes. Elles se bandaient la poitrine pour dissimuler leur sexe et marchaient avec une assurance jugée masculine. Aux yeux du tribunal, il ne s'agissait pas d'un simple déguisement pratique, mais de la preuve d'une corruption fondamentale et d'une perversion de l'ordre naturel. Le procès devint une véritable sensation publique. Chaque jour, des foules se rassemblaient pour entendre les dernières révélations scandaleuses. Des vendeurs ambulants vendaient des pamphlets ornés d'illustrations obscènes représentant les femmes à moitié dénudées ou dans des situations compromettantes. Lorsque les femmes furent enfin autorisées à parler pour leur défense, elles dirent presque rien. Que pouvaient-elles dire? Les faits n'étaient pas contestés, et le tribunal semblait davantage intéressé par l'exposition de leurs secrets intimes que par l'établissement de leur culpabilité ou de leur innocence. Les 2 femmes annoncèrent alors qu'elles étaient enceintes. Cette révélation provoqua une onde de choc dans la salle d'audience. Non seulement ces femmes avaient commis des actes de piraterie, mais elles l'avaient fait en portant des enfants illégitimes. Le scandale était presque insupportable pour la société bien pensante. Cette pratique, appelée « plaider le ventre », leur sauva temporairement la vie. Mais elle ajouta aussi une nouvelle couche de scandale à une histoire déjà choquante. Mary Read mourut en prison avant la naissance de son enfant, certains affirmant que la honte y contribua autant que la maladie. Anne Bonny disparut complètement des archives historiques, bien que des rumeurs sur son destin final aient circulé pendant des décennies. Mais pour la majorité des femmes pirates, aucune grossesse ne les protégeait de ce qui venait ensuite. Le quai d'exécution de Londres se trouvait sur les rives boueuses de la Tamise, où l'odeur de la marée basse se mêlait à celle de la peur et de la mort. C'est là que l'Empire britannique mettait en scène ses châtiments les plus spectaculaires pour les crimes maritimes. Officiellement, les archives indiquent que les femmes étaient pendues comme les hommes. Mais les récits transmis de génération en génération par les dockers racontaient une autre histoire, des histoires trop indécentes pour figurer dans les registres officiels, suggérant que les bourreaux britanniques traitaient les femmes pirates de manière très différente. Selon certains, le spectacle ne commençait pas sur l'échafaud, mais des heures plus tôt, entre les mains d'hommes qui voyaient ces femmes comme des jouets avant de les considérer comme des prisonnières. Le rituel des exécutions à exécution d'oc attirait des foules immenses, venues non seulement pour la justice, mais pour un divertissement frôlant l'obscène.
Les pirates condamnés à mort étaient promenés dans les rues sous les huées et les jets d'ordures. Mais pour les femmes, le parcours passait délibérément devant des bordels et des tavernes, où elles subissaient les insultes les plus dégradantes. À exécution d'oc, les femmes pirates étaient soumises à la méthode de la pendaison à courte chute. Cela entraînait une strangulation lente pouvant durer 15 minutes ou plus, le corps se convulsant de manière grotesque avant que la mort n'arrive enfin. La foule adorait cela. Marie Harley, capturée au large de la Caroline du Nord en 1726, avait servi comme quartier-maître à bord d'un navire pirate, imposant le respect par sa réputation féroce. Le jour de son exécution, des foules venues de toute la colonie se rassemblèrent pour assister à quelque chose d'inédit. Des vendeurs ambulants proposaient nourriture, boissons et pamphlets grossiers la représentant dans des situations compromettantes. Mais des lettres coloniales découvertes des siècles plus tard laissent entendre que des préparatifs dégradants eurent lieu avant même que Marie n'atteigne l'échafaud. La nature exacte de ces préliminaires ne fut jamais officiellement consignée, mais plusieurs témoignages murmurent l'existence de rituels destinés à dépouiller la condamnée de toute dignité bien avant que la corde n'accomplisse son œuvre. La foule voulait plus que la mort. Elle voulait l'humiliation, l'abaissement, et la satisfaction de voir une femme ayant défié tout ordre social réduite à un spectacle brisé. Marie Harley affronta la corde avec un sang-froid remarquable, malgré ce qu'elle avait pu endurer. Lorsqu'on lui demanda si elle se repentait, elle répondit seulement qu'elle ne regrettait rien, si ce n'est d'avoir été capturée. Mais tandis que certaines femmes subissaient la honte sous les yeux du public, d'autres faisaient face à des châtiments dissimulés derrière des portes closes. La flagellation publique était réservée aux femmes pirates que les autorités souhaitaient maintenir en vie comme exemple vivant. Mais il ne s'agissait pas de simples passages à tabac. Les archives coloniales évoquent des spectacles soigneusement calculés, mêlant punition légale et dégradation sexuelle. Le fouet à 9 lanières était conçu pour arracher la chair jusqu'à l'os. Mais pour les femmes, la véritable torture résidait dans l'exposition honteuse accompagnant chaque coup. Les femmes pirates étaient dénudées jusqu'à la taille devant des foules railleuses, leur corps violé non seulement par le fouet, mais aussi par des centaines de regards lubriques. Rebecca Martinez, une Espagnole capturée près de la Havane en 1732, avait abandonné un mariage arrangé pour vivre librement avec son amant pirate. Lorsque les autorités espagnoles la condamnèrent à 50 coups de fouet sur la place publique de Carthagène, elles programmèrent le châtiment un jour de marché afin de garantir une affluence maximale et une honte maximale. Mais une correspondance coloniale suggère que la flagellation de Rebecca fut conçue autant pour le plaisir voyeuriste que pour la justice légale. Avant que la peine ne commence, elle fut promenée dans les rues, portant des pancartes la désignant non seulement comme criminelle, mais comme femme déchue ayant vécu dans le péché avec de rudes marins. La foule était encouragée à la huer, transformant la punition en divertissement pervers. Des gardes auraient accepté des pièces de monnaie de spectateurs désireux d'observer de plus près la chair exposée de la condamnée. Le premier coup déchira sa peau. Au 10e, le sang ruisselait le long de son dos. Au 20e, elle avait perdu connaissance, mais la loi espagnole exigeait que la sentence se poursuive. Après la flagellation, Rebecca fut laissée attachée au poteau pendant des heures, tandis que la foule contemplait son corps brisé. Elle survécut, marquée à jamais, physiquement et intérieurement, son humiliation servant d'avertissement contre l'abandon de la vertu féminine. Pourtant, être dénudée et fouettée devant une foule moqueuse n'était pas le pire des destins. Certaines femmes étaient emmenées là où aucun public ne pouvait voir ce qui se produisait ensuite. C'est ici que les archives officielles s'arrêtent et que commencent les rumeurs les plus sombres. Toutes les femmes pirates capturées n'étaient pas exécutées ou fouettées. Certaines disparaissaient simplement dans les ombres de la société coloniale, leur destination finale jugée trop scandaleuse pour être documentée. Cela était particulièrement vrai pour les femmes métisses trouvées à bord de navires pirates. Maria Santos, d'origine africaine et espagnole, fut capturée à bord d'un navire pirate en 1728. Au lieu d'être jugée pour piraterie, les autorités espagnoles la classèrent comme propriété volée et la vendirent aux enchères à Caracas. Mais les acheteurs de ces ventes ne recherchaient pas des ouvrières agricoles. Des correspondances coloniales évoquent des collectionneurs privés spécialisés dans l'acquisition de femmes exotiques au passé criminel, à des fins trop honteuses pour être discutées ouvertement. D'anciennes capitaines pirates furent réduites au rang de concubines, dans des arrangements mêlant esclavage sexuel et plaisir malsain tiré de la possession de femmes autrefois notoires. Un gouverneur colonial britannique écrivit en privé qu'il avait acquis une ancienne « fille pirate » pour son foyer, décrivant des méthodes employées pour briser son esprit rebelle, trop explicite pour sa correspondance officielle. Des rumeurs de port prétendent que certains fonctionnaires entretenaient de véritables collections de ces femmes,
leur passé criminel ajoutant un attrait pervers à leur soumission. Pour des femmes qui avaient autrefois commandé des navires et des équipages, cette réduction au statut de propriété sexuelle représentait la victoire ultime de l'autorité coloniale. Elles passaient de capitaines redoutés à jouets anonymes, leurs histoires enterrées avec leurs identités dans des arrangements jugés trop pervertis pour toute reconnaissance officielle. Et pourtant, malgré toute la dégradation de l'esclavage sexuel, les marins murmuraient encore l'existence d'un châtiment plus horrible que tous les autres. Les navires-prisons ancrés dans les ports de l'Empire britannique n'étaient pas de simples donjons flottants. Selon ceux qui y avaient servi, ils étaient des bordels flottants où des actes indicibles se déroulaient dans l'obscurité des ponts inférieurs. Ces anciens navires de guerre abritaient des centaines de prisonniers dans des conditions si immondes que même les marins endurcis évitaient d'y descendre inutilement. L'odeur des déchets humains mêlés à l'eau de cale créait une atmosphère toxique où les maladies se propageaient à une vitesse fulgurante. Mais pour la poignée de femmes présentes à bord, la maladie était souvent une délivrance comparée à ce que les vivants leur infligeaient. Elizabeth Harper, capturée près de la Barbade en 1734. Harper, capturée près de la Barbade en 1734, fut condamnée à l'emprisonnement à bord du HMS Jersey. Le navire détenait plus de 800 prisonniers, mais Elizabeth faisait partie des 3 femmes à peine présentes dans cet enfer flottant. Des lettres de prison découvertes des décennies plus tard dressent un tableau troublant d'une exploitation systématique que les gardes orchestraient ou ignoraient totalement. La cale du Jersey était divisée en sections, mais les prisonnières étaient souvent déplacées la nuit vers des zones où leurs cris ne pouvaient atteindre les ponts supérieurs. Elizabeth survécut 6 mois avant de succomber à ce que les registres carcéraux qualifièrent de « fièvre ». Pourtant, d'autres prisonniers racontèrent qu'on l'avait retrouvée enchaînée dans le compartiment le plus profond du navire, le corps couvert de plaies infectées suggérant des traumatismes bien au-delà de la maladie. Une lettre conservée décrit les derniers jours d'Elizabeth avec un détail déchirant. Elle répétait sans cesse la même phrase. « J'aurais dû mourir en combattant ». Sa mort fut enregistrée comme naturelle, mais les circonstances laissent penser qu'elle mourut davantage de honte et de brutalité que de maladie. Les navires-prisons étaient l'endroit où l'Empire britannique envoyait ceux qu'il voulait faire disparaître complètement. Les femmes pirates y affrontaient non seulement la mort dans ces tombeaux flottants, mais une dégradation si extrême que même les criminels les plus endurcis n'en parlaient qu'à voix basse, horrifiés. Le silence de ces navires n'était pas un vide. C'était le poids d'atrocités trop honteuses pour figurer dans les registres officiels. Mais voici ce qui rend ces récits encore plus scandaleux. De nombreuses femmes pirates refusèrent d'être brisées, même face aux châtiments les plus dégradants imaginables. Leur défi persistant face à l'humiliation sexuelle excitait autant qu'il enrageait leur geôlier. Les dernières paroles attribuées à Anne Bonny incarnent parfaitement cet esprit de rébellion intact. Lorsque Calico Jack fut conduit à l'exécution, elle lui lança « Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas été pendu comme un chien ». Même face à son propre destin incertain, elle montra un mépris sans concession pour la faiblesse masculine. Des récits de port affirmaient que certaines femmes pirates semblaient même prendre plaisir à choquer leurs ravisseurs par un comportement effronté qui bafouait toutes les attentes de soumission féminine. Mary Read aurait déclaré à d'autres prisonniers qu'elle continuerait à se battre et tuerait quiconque tenterait de la traiter comme une femme sans défense, même enchaînée. Sarah Bishop, capturée au large de la Nouvelle-Angleterre en 1729, refusa de manifester le moindre remords jugé convenable lors de son procès. Condamnée à la flagellation, elle aurait mordu sa propre langue jusqu'au sang plutôt que d'offrir à ses bourreaux la satisfaction d'entendre son cri. Certains gardes trouvaient ces actes de défi perversément excitants, ce qui entraînait des formes de châtiment encore plus tordues. Isabella Rodrigues, une Portugaise qui commandait son propre équipage, devint célèbre pour sa réaction lors de sa capture par les Espagnols. Lorsqu'on lui proposa une commutation de peine en échange d'informations, elle cracha au visage du gouverneur colonial et déclara qu'elle préférait mourir en capitaine plutôt que vivre comme la propriété de quiconque. Même à bord des navires-prisons infernaux, les femmes entretenaient des réseaux de protection mutuelle et organisaient parfois des actes de sabotage, qui entraînaient de brutales représailles. Leur refus d'accepter le statut de victime donna naissance à des légendes qui se propagèrent de port en port, devenant de plus en plus outrageantes à chaque récit. Chaque acte de défi devenait une source d'admiration scandaleuse, remettant en cause tout le système conçu pour briser l'indépendance féminine par la dégradation sexuelle. Voici la vérité la plus troublante concernant les femmes pirates capturées. Les histoires les plus scandaleuses furent délibérément enterrées. Les archives coloniales présentent des lacunes suspectes là où des témoignages explicites auraient dû exister. Les transcriptions de procès s'interrompent précisément lorsque les preuves deviennent les plus graphiques.
Les journaux de bord mentionnant des membres d'équipage féminins sont modifiés ou détruits, souvent au moment même où ils évoquaient des arrangements intimes. Ce n'était pas un accident. C'était une suppression systématique de scandales trop explosifs pour être conservés officiellement, mais trop répandus pour être totalement ignorés. Le silence n'est pas un vide, c'est la preuve d'atrocités si outrancières que même une époque familière des exécutions publiques les jugeait trop indécentes pour être consignées. Des lettres privées évoquent une exploitation sexuelle systématique déguisée en châtiment légal. La correspondance coloniale fait allusion, de manière détournée, à des plaisirs honteux et à des arrangements indicibles impliquant des prisonnières. Les documents judiciaires s'arrêtent brutalement au moment précis où les témoignages auraient révélé les détails les plus compromettants. Même les rares femmes pirates conservées dans la culture populaire furent édulcorées jusqu'à en devenir méconnaissables. Anne Bonny et Mary Read furent transformées en figures tragiques poussées au crime par l'amour, plutôt qu'en femmes sexuellement libres ayant scandalisé la société coloniale par leur indépendance assumée et leurs multiples amants. Les véritables récits de femmes ayant utilisé leur sexualité comme arme et comme bouclier, ayant commandé des équipages par un mélange de violence et de séduction, ayant vécu selon leurs propres règles en défiant toutes les conventions sociales, furent jugés trop dangereux pour être préservés. Ce qui subsiste aujourd'hui ne sont que des fragments suggérant une perversion systémique dissimulée derrière des façades légales. Les archives officielles sont muettes, peut-être non pas parce que ces choses n'ont jamais eu lieu, mais parce qu'elles étaient trop honteuses pour être gravées à l'encre. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage dans les ténèbres de la justice maritime, une vérité émerge. Les châtiments les plus scandaleux n'ont jamais été consignés dans les documents officiels. Ils n'ont survécu que sous forme de fragments, d'allusions et d'histoires transmises de génération en génération par des marins qui juraient de leur véracité. Les femmes qui disparurent dans l'esclavage sexuel, qui furent dégradées avant leur exécution, qui subirent des tourments indicibles à bord des navires-prisons, n'étaient pas seulement des victimes de la loi. Elles furent les victimes d'un système qui trouvait leur indépendance à la fois menaçante et excitante. Les autorités coloniales détruisirent les preuves non parce que ces femmes étaient innocentes, mais parce que leur sort était trop perverti pour être reconnu publiquement. Ce qui leur arriva entre la capture et le châtiment officiel engendra des scandales que les autorités enterrèrent plus profondément que n'importe quel trésor pirate. Chaque femme pirate qui affronta la dégradation sans céder devint une légende scandaleuse survivant à tout jugement légal. Leur courage face à l'humiliation sexuelle donna naissance à des récits qui se répandirent dans tous les ports, devenant de plus en plus explicites et outranciers à chaque transmission. Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité sur ce qui se passait derrière les murs des prisons, dans les demeures coloniales, à bord de navires pourrissants ancrés dans des ports oubliés. Mais nous savons que les rumeurs étaient suffisamment sombres et détaillées pour que les marins continuent d'en parler à voix basse pendant des générations. Pour certaines femmes, la corde fut une délivrance. Pour d'autres, le véritable châtiment fut ce qui la précéda.